Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme promis, l'énoncé d'un exercice d'application pour les bilans thermiques. Donc j'ai déjà représenté sur le tableau l'énoncé de l'exercice dans son ensemble. Donc ici il s'agit en fait de chauffer un réacteur dont le contenu doit être maintenu à 45 degrés. Et la petite chose particulière, c'est que les composés chimiques qui sont présents dans ce réacteur ne supporteront pas d'avoir une température qui monte à plus de 73 degrés Celsius. Au-delà de cette température, en fait, on a une détérioration des molécules irréversible. Et cette température ne doit pas non plus être atteinte sur les bords du réacteur. Donc, de façon à s'assurer qu'on maintienne la température à 45 degrés, mais sans dépasser les 73 degrés Celsius, on a en fait un circuit de chauffe dont la température de chauffage est de 66 degrés Celsius, ici, qui alimente la double enveloppe du réacteur. Alors, la spécificité ici, c'est qu'on a de l'autre côté une chaudière et que cette chaudière, en fait, délivre du fluide caloporteur à la température de 114 degrés Celsius. Évidemment, ça, c'est incompatible avec le fait de rester à 73 degrés, en dessous de 73 degrés Celsius dans le réacteur. Et donc, de façon à résoudre ce problème, on utilise un échangeur thermique avec donc deux circuits de fluide caloporteur distincts. Donc, un circuit primaire qui est celui alimenté par la chaudière, et un circuit secondaire qui est celui qui va chauffer le réacteur directement. Donc la température du circuit caloporteur vous est donnée. On a aussi le débit de fluide caloporteur dans le circuit secondaire qui est fixé à 14 tonnes par heure. La température de sortie du réacteur, donc du fluide caloporteur du réacteur est de 52 degrés Celsius. Voilà, on suppose qu'il n'y a pas de perte au niveau des tuyauteries. Les échanges thermiques se font uniquement au niveau des dispositifs qui sont présentés ici. Ensuite, l'échangeur thermique est supposé avoir un rendement global de 84%. Il est alimenté en fluide caloporteur à la température de 114 degrés Celsius avec un débit de 16 tonnes par heure. On ne connaît pas la température de retour ici. La chaudière, elle, a un rendement de 92%, donc entre le chauffage en entrée qui est assuré par du gaz et puis le circuit caloporteur primaire qui est ici. Le fluide caloporteur qui circule dans tout le circuit est supposé avoir une capacité calorifique de 4,7 joules par gramme et par Kelvin. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de cette partie-là. Donc dans les informations dont on a besoin sur cette partie et qu'on ne connaît pas, c'est la puissance thermique qui est délivrée par le fluide qui circule dans le circuit secondaire au réacteur. Donc c'est une première chose à calculer. Et deuxième inconnu ici, la température de retour du circuit primaire vers la chaudière. Une fois qu'on aura calculé tout ça, je vous demanderai de calculer la puissance thermique qu'il est nécessaire que l'on fournisse à la chaudière en gaz, compte tenu du rendement qu'elle possède ici. Également le rendement global à calculer, c'est-à-dire en passant du gaz jusqu'au réacteur, quel est le rendement global thermique ici. Et enfin, donc dernière partie, on suppose que le gaz provient d'une cuve, donc là une cuve de méthane liquéfié. Donc le méthane liquéfié qui va être utilisé pour alimenter la chaudière. Donc d'une part, on souhaite connaître le débit de gaz dont on va avoir besoin, donc débit qui sera exprimé en normomètres cubes par unité de temps. Donc un normomètre cube correspond à 44,6 mol de gaz. Ici, on a du méthane donc liquéfié qui remplit une cuve de 14 mètres cubes. La masse molaire du méthane est de 16 grammes par mol et la densité du méthane liquide est de 0,423. Voilà, donc avec tout ça, normalement, on est capable de... Ah oui, pardon, il reste une donnée. Donc la chaleur de combustion, donc la chaleur dégagée par le méthane lors de la combustion est de 891 kJ par mol. Donc avec tout ça, on est normalement capable de calculer le débit nécessaire à l'alimentation de la chaudière. Et puis, compte tenu du volume de la cuve, on est également capable de calculer l'autonomie de la cuve pour alimenter ce système. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Je vous mets un gros plan pendant quelques secondes sur le tableau de façon à ce que vous puissiez lire les données de manière plus précise. Et puis, ce sera à vous de jouer. Et on se retrouve dans une seconde vidéo pour le corriger. Ciao!